Les locaux de Louis Média sont situés à Paris, dans un quartier jeune et branché. Il nous arrive d'y croiser, quand on va par exemple chercher à manger le midi, des acteurs, des chanteuses et d'autres personnalités publiques qui côtoient elles aussi cet arrondissement. À chaque fois qu'on les voit, avec mes collègues, on a le même réflexe. On en parle sur notre groupe WhatsApp commun, en mettant des messages remplis d'émojis ridicules. Il nous arrive aussi d'aller directement parler à ces personnalités pour leur dire à quel point on admire leur travail. Et dans ces moments-là, j'avoue que je me trouve un peu puérile. Comme si le fait d'admirer très fortement quelqu'un ne pouvait appartenir qu'au monde de l'enfance ou de l'adolescence. Comme si le fait d'être fan était une chose méprisable. Mais pourquoi est-ce que le fait d'être fan a si mauvaise image ? Est-ce forcément gênant d'aduler quelqu'un ? L'adulation est-elle une émotion qui mène toujours à l'excès et à des dérives ? Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion. J'ai une collègue qui, à l'inverse de moi, a toujours assumé le fait d'être fan. Elle s'appelle Maëlle Diallo, elle a 22 ans et elle travaille chez Louis Média. Depuis sa plus tendre adolescence, qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça, Maëlle a toujours adulé des célébrités. Ouais, quand j'étais ado, toute ma vie tournait autour de célébrités, de groupes, de musique. Je pense vraiment la célébrité où vraiment, c'est devenu incontrôlable, on va dire. C'était Doggy Pointer. Donc, il n'est pas du tout connu en France. C'est le bassiste d'un groupe anglais qui s'appelle McFly. Et j'étais hyper fan de ce groupe quand j'étais au collège et jusqu'à la fin du lycée, même encore un peu maintenant. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai vu une photo de ce gars un jour, et j'ai découvert le groupe par lui. Et après, je suis devenue obsédée par ce mec. Je me rappelle, j'avais un disque dur quand j'étais ado où j'avais tous mes films, etc. Et dans ce disque dur, il y avait un dossier de photos de Dougie. Il y avait 3000 photos de Dougie qui étaient répertoriées par année, avec les coupes de cheveux qu'il avait eues, etc. Et je parlais que de lui tout le temps. Mes amis, ne savaient pas du tout qui c'était. Et j'étais tout le temps en train de raconter des trucs. Je leur montrais des vidéos de lui. Je regardais des vidéos de lui pour m'endormir. J'avais qu'une envie, c'était de le rencontrer, de lui dire à quel point je l'admirais, à quel point il était une inspiration pour moi, alors que je fais pas du tout de musique ou quoi que ce soit. Je sais pas ce qui m'a vraiment touchée chez lui, mais c'était vraiment ce truc de « oh là là, il est super beau, il est super drôle » et tout ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais eu un copain et je lui avais envoyé un message en lui disant « écoute, on sait bien, on sort ensemble et tout, mais dans mon cœur, il y aura toujours Dougie, quoi. Donc, il faudra vraiment que tu te dises avant de sortir avec moi que il y aura Dougie avant toi, etc. » Il a réagi comment ? À l'époque, on était au lycée, du coup, non, c'était même au collège, et il m'a dit ok, je pense qu'il a pas trop compris ce que je voulais dire, ça a même pas duré très longtemps au final, parce que je pense que j'étais beaucoup trop occupée par mes activités d'être fan de groupe que par les garçons qui étaient autour de moi, que je trouvais vraiment pas intéressant, quoi. Quand je pense à l'archétype du fan, je pense à toutes les images imprégnées dans notre inconscient, d'adolescents en adoration totale devant leur star favorite. J'ai notamment en tête les fans hurlant devant les Beatles dans les années 1960. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qui explique ces scènes d'hystérie collective ? Pourquoi ces scènes d'adulation sont-elles à ce point associées pour nous à l'adolescence ? Aime-t-on tout plus fort quand on a cet âge-là ? Au mois de novembre 2019, la chanteuse belge à succès Angèle faisait une tournée un peu partout en France. Elle s'est arrêtée à Paris pour faire 3 dates de concert dans la salle du Zénith. Pour en savoir un peu plus sur ce qui les faisait aimer de façon inconditionnelle cet artiste, Maëlle est allée à la rencontre de ses fans. C'était un vendredi, en fin d'après-midi, en plein mois de novembre.
Des jeunes faisaient la queue devant le Zénith, dans le froid, en attendant impatiemment que les portes de la salle de concert s'ouvrent. Je m'appelle Lola, j'ai 21 ans, je suis de Poitiers et je suis là pour voir Angèle ce soir. Moi je suis arrivée à 15h, mais les filles elles sont arrivées à 11h ce matin. Il commence à faire très froid, mais après quand on est dedans, on a oublié toute la journée généralement d'avant et on kiffe le moment quoi. Moi j'attends toujours très longtemps pour les concerts, pour être au premier rang, pour vivre le truc à fond et être avec l'artiste quoi. Je trouve que c'est vachement plus sympa et il y a une vraie connexion avec eux quand on est au premier rang quoi. On rencontre souvent des gens, on sympathise avec beaucoup de monde, on se fait des copains quoi, et qu'on se retrouve après de concert en concert et je trouve ça super sympa. Être fan, c'est suivre l'artiste, c'est le soutenir dans ses projets, c'est être derrière lui tout le temps, c'est donner de la force quoi. Je m'appelle Khadija, j'ai 17 ans. J'ai raté des cours pour venir au concert. Je suis arrivée à 11h. Et pour être sûre d'être proche d'Angèle, parce que je trouve que son spectacle il est fou et j'ai envie de profiter vraiment de chaque instant, de bien la voir, qu'il y ait peut-être des eye contact et voilà, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Parce que dans ses concerts, elle regarde les fans, elle leur sourit, elle est proche de nous et ça c'est... Angèle, c'est Angèle, je sais pas, en vrai elle a su se démarquer des autres, c'est comme ça, je l'aime, voilà. Et elle aussi, elle m'aide beaucoup au quotidien à surmonter des choses pas très faciles et du coup, on doit lui rendre ce qu'elle fait pour nous parce que c'est, même si elle s'en rend peut-être pas tout le temps compte. Et j'aimerais juste la remercier parce que elle est proche de nous et voilà. Aurore Lemoin est psychopraticienne. Elle est spécialisée en psychothérapie relationnelle. Je suis allée la voir pour qu'elle me donne sa définition de l'adulation. L'adulation, il y a vraiment une connotation en fait de fantasme, de virtuel entre guillemets, quelque chose un peu d'inaccessible, d'intouchable. Il y a aussi une part de fantasme parce que souvent c'est une personne qu'on ne connaît pas, donc on imagine des choses sur cette personne. Donc il y a vraiment le côté fantasme qui est présent pour moi, en tout cas dans le terme d'adulation. Enfin, moi, je n'utiliserais pas le terme d'adulation, effectivement, pour quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un qu'on connaît, on est vraiment dans le monde réel, en fait, donc dans la réalité. Et là, on peut parler d'admiration, de respect, de reconnaissance même, par exemple, auprès de ses pairs, ce qui est pour moi la différence entre adulation et admiration. Pour Aurore Lemoin, le lien que je pouvais faire entre adulation et adolescence est réel. Il n'est en effet pas anodin que cette période de forte fanitude débute à l'adolescence, voire à la préadolescence. Alors, c'est souvent lié à l'adolescence parce que l'adolescence, vous êtes en fait dans votre construction, vous avez tout ce qui est syndrome d'Oedipe quand vous êtes petit. C'est donc inconsciemment, on va dire, le fait pour une fille d'être amoureuse de son papa et pour un garçon d'être amoureux de sa maman. Voilà. C'est imagé, bien évidemment, c'est inconscient. On ne parle pas du vrai amour qu'on peut avoir ou de la passion entre deux personnes. Donc, vous avez ce syndrome-là qui est classique chez les enfants, qui va durer jusqu'à l'âge de 7-8 ans environ. Ensuite, vous allez rentrer dans une période qu'on appelle de latence. Donc, c'est-à-dire entre la fin d'Oedipe, 7-8 ans, jusqu'au début de l'adolescence. Et le début de l'adolescence, ça va marquer vraiment la construction de votre personnalité. Donc la rébellion, un peu la coupure avec le parent, qui est à l'inverse du syndrome d'Oedipe, où là, on est vraiment en fusion. Donc c'est la naissance de notre individualité. Et effectivement, pour ce faire, comme on coupe avec ses référents paternels, on cherche d'autres référents ou d'autres icônes pour se construire. Et c'est pour ça que à la période de l'adolescence, on a beaucoup d'adolescents, justement, qui deviennent fans ou qui admirent des personnalités, pareil, chanteurs, acteurs, peu importe, artistes, parce qu'ils ont besoin de se référer à d'autres images que celles avec lesquelles ils ont évolué. Peut-être, dans une bonne majorité des cas, effectivement, il y a une volonté de s'opposer, justement pour se construire. Donc oui, peut-être être fan des choses ou des personnes que nos parents n'affectionnent pas particulièrement pour se confronter un peu. Et puis, il y a le côté transgressif aussi, on devient adulte, donc on a envie de faire des choses qu'on n'avait pas le droit forcément de faire avant. Donc oui, il y a cette espèce de besoin, je pense, de franchir des limites, de découvrir par soi-même. Donc, effectivement, peut-être aller vers des choses qui ne sont pas propres, en tout cas, à l'éducation qu'on a eue ou à ce que nos parents affectionnent.
c'est relativement sain, en fait, à cet âge-là, d'être fan de quelqu'un. Oui, en tout cas, c'est pas malsain ou c'est pas problématique. C'est vraiment le fait de pouvoir se référer à autre chose, d'admirer, de découvrir aussi, parce qu'en étant fan, on va découvrir des choses peut-être qu'on ne connaissait pas avant, et développer vraiment sa propre personnalité, son sens critique et ses goûts aussi. Donc c'est plutôt important, effectivement, de pouvoir se référer à d'autres choses que les images paternelles avec lesquelles on a grandi. Il n'est donc pas étonnant, si l'on en croit Aurore Lemoin, que l'on remarque autant d'adolescents parmi les fans des Beatles, par exemple, ou parmi ceux d'Angèle. Et si on regarde plus précisément, ce sont surtout des adolescentes que l'on voit et que l'on entend. Souvenez-vous des fans hurlants au concert des Beatles. J'ai demandé à Aurore Lemoin pourquoi le fait d'être fan à cet âge-là pouvait être un comportement genré. Peut-être qu'elle l'assume plus. Les filles très jeunes sont peut-être plus poussées que les garçons à exprimer ce qu'elles ressentent, leurs sentiments, moins que les garçons. Donc là-dessus, déjà, il faudrait voir si effectivement il y a une différence et si plus de filles sont fans ou simplement peut-être qu'elles le disent plus facilement que les garçons. Et puis après, il y a peut-être aussi quand même, malgré tout, une histoire de décalage et une personnalité pour les garçons qui se construit un peu plus tard. Ça, je pense que c'est avéré. On dit que les filles sont mûres plus tôt et c'est une vérité. Et donc, peut-être que voilà, la construction chez les garçons intervient peut-être à la fin de l'adolescence. Donc, cette période est peut-être un peu passée. Je sais pas, faudrait voir, mais ça peut faire partie des aspects qui font qu'on voit peut-être plus de filles fans que de garçons. Guillaume a 42 ans. Il est enseignant-chercheur en optique et il a été lui aussi très fan quand il était adolescent. L'objet de son adulation était à l'époque la chanteuse Mylène Farmer. Aujourd'hui, Guillaume est drag queen à ses heures perdues. Et c'est selon lui Mylène Farmer qui l'a aidé à s'accepter tel qu'il était, dans un environnement familial au sein duquel il ne trouvait pas sa place. J'ai découvert Mylène Farmer, je dirais, autour des années 86-87. Au début, à la télé, on la voyait beaucoup à la télé à l'époque, c'est moins le cas maintenant, mais à l'époque, on la voyait beaucoup. Elle faisait un peu toutes les émissions de variétoche possibles et imaginables. Mais j'ai vraiment accroché un peu plus tard, quand est sorti son 45 tours, sans contrefaçon, et qu'elle a commencé à nouveau à inonder les émissions de télé, cette fois-ci avec son look un peu androgyne, parce que sans contrefaçon, c'était un garçon. Je pense que le fait qu'il s'agisse d'une chanson qui parle de travestissement, même si j'étais très jeune à l'époque, encore une fois, je pense que ça a éveillé une forme de curiosité chez moi qui est peut-être pas complètement déconnectée du fait que je sois devenue drag queen aussi par la suite. Je sais pas, en tout cas, clairement, cet univers de femmes qui se travestissaient en garçons, ça me troublait et je trouvais assez fort que le travestissement, c'était quand même pas un truc bien vu, c'était quelque chose qu'on considérait un peu comme une forme de décadence, ou de perversion, ou je sais pas très bien comment dire, mais en tout cas, c'était pas l'ordre naturel des choses, tel que je pouvais le percevoir dans le monde dans lequel j'évoluais à l'époque. Et ça m'a de fait attiré. Car au-delà des performances artistiques de Mylène Farmer, Guillaume aime le fait que la chanteuse assume son originalité auprès du plus grand nombre. Fondamentalement, il me semble que une des choses qu'elle dit, c'est que ça c'est ma proposition et je suis droite dans mes bottes, je m'y tiens. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, ça plaira à d'autres personnes que vous. Et ça, je trouve que c'est un message qui donne confiance en soi, en tout cas qui m'a donné confiance en moi. Moi, j'avais beaucoup l'impression que on comprenait pas trop, le monde autour de moi ne comprenait pas trop quel genre de personne j'étais. Et donc cette idée-là de pas faire trop de compromis avec la personne qu'on est, ça c'est un truc qui m'a aussi beaucoup inspiré. Surtout jusqu'au début, jusqu'à ce que j'ai 25 ans, un peu dans les années où on se fait vachement, elle était très là, ouais.
Guillaume a gardé chez ses parents les disques et objets de Mylène Farmer qu'il avait à cette époque. Mais aujourd'hui, à 42 ans, même s'il garde une forte tendresse pour celle qui a compté dans son adolescence, Guillaume a le sentiment d'être passé à autre chose. Je pense que maintenant que je suis adulte, j'imagine que mes goûts musicaux se sont affinés parce que j'écoute pas que elle. J'ai aussi d'autres références, d'autres choses qui me parlent, d'autres formes d'écriture qui me touchent. Et donc même si j'ai continué de trouver certaines chansons vraiment importantes et majeures, je crois que j'ai été moins sensible par la suite. Donc oui, en ce sens-là, je pense que je suis plus tout à fait fan maintenant, comme j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune. Les années passant, Guillaume a donc, comme moi, ou Maëlle, enlevé les posters de sa star préférée des murs de sa chambre. Il a rangé dans la cave de ses parents les CD et autres classeurs remplis d'articles sur sa star favorite, qu'il avait tenus pendant des années. Parce qu'à un moment, il est considéré comme normal de passer à autre chose. Il est en effet moins admis socialement, une fois l'adolescence passée, de se laisser submerger par nos émotions quand on voit des inconnus en concert, à la télévision ou dans la rue. Mais est-ce que tout le monde fait cette transition en devenant adulte ? Que se passe-t-il quand la fin de l'adolescence ne rime pas avec la fin d'une fanatitude très prononcée ? Christophe fait justement partie de ces personnes qui sont restées fans une fois adultes. Il a 34 ans et depuis ses 11 ans, il aime inconditionnellement la chanteuse canadienne Céline Dion. Je suis devenu fan de Céline Dion le 19 juillet 1996 lors des Jeux Olympiques Atlanta. Elle chantait The Power of the Dream, donc le pouvoir du rêve. J'ai été scotché, renversé par sa voix. Enfin, même là, en vous parlant, j'ai encore les frissons dans la voix. Le chose la plus folle que j'ai fait pour Céline Dion, c'est je devais me rendre à un anniversaire de mon petit frère et je n'y suis pas allé prétextant que j'étais malade. Et du coup, je savais que Céline venait en France ce jour-là. Je suis allé à Paris en voiture. Et du coup, j'ai attendu des heures et des heures devant son hôtel. On était quelques fans devant l'hôtel et pour moi, Céline Dion, c'est Céline Dion, quoi. Même quand elle passe à la télé, je pourrais enregistrer si vous voulez, mais j'ai besoin d'être présent pour Céline Dion, en fait. Du coup, Céline Dion, des fois, elle passe avant ma famille, quoi. C'est difficile à comprendre, mais après, quand je me dis, j'ai de la chance d'être sain d'esprit et d'avoir les pieds sur terre quand même, à côté, j'ai une vie, j'ai un travail comme tout à chacun, je suis pas non plus, Céline Dion, c'est de la musique, donc c'est communicatif, c'est pas de la drogue, donc voilà, quoi. L'adulation de Christophe pour Céline Dion peut paraître disproportionnée. Le fait qu'il collectionne et dépense autant d'argent pour cette passion, et qu'il soit prêt à tout pour voir Céline Dion, même à louper des réunions familiales, peut étonner. Mais pour Gabriel Segré, qui est sociologue, enseignant-chercheur à l'université Paris-Nanterre et auteur du livre Fan 2, cet amour à sens unique que vit Christophe est loin d'être ridicule. Moi, les fans que j'ai rencontrés, qui étaient des fans adultes, d'abord il y avait un lien très fort avec le chanteur, avec son œuvre, avec le groupe de fans, un lien qui s'est construit dans la durée. Et donc c'est aussi maintenir le lien avec un passé, avec une adolescence. Enfin voilà, il y a de multiples raisons. Il y a le fait aussi que si peut-être à l'extérieur du groupe, on va considérer que passer un certain âge, c'est un petit peu ridicule d'être fan. Les fans eux-mêmes qui gagnent en maturité, en années, restent relativement insensibles à ce type de jugement social, dans la mesure où, au sein du groupe, parmi leurs pairs, ils vont travailler à redéfinir les normes de ce qui est valable, de ce qui est acceptable, et ils vont considérer que c'est tout à fait, non seulement tout à fait admissible et acceptable, mais aussi parfois tout à fait valorisé et admirable que de continuer à être fan à 40, 50 ou au-delà. Et du coup, le fait de faire partie de ces groupes de fans, est-ce que c'est des espaces où pour eux, ils peuvent exprimer des émotions aussi qui sont moins acceptables
je sais pas, dans la société, le fait d'aimer très fort, le fait de pleurer, le fait notamment pour les hommes aussi, j'imagine, de montrer des émotions très fortes qui sont pas acceptables des fois. Au sein du groupe, il y a un travail de redéfinition des normes du bon goût, des normes de comportement. Et ce qui peut apparaître en dehors du groupe comme ridicule, dérisoire, excessif, démesuré, peut être redéfini comme parfaitement acceptable, parfaitement normal, voire même peut être redéfini comme tout à fait estimable et peut être valorisé. Et on peut y trouver de la valeur à ce type d'engagement, à ce type de comportement, et parfois en opposition effectivement avec un regard extérieur qui va disqualifier ce type d'engagement, le juger comme excessif, démesuré, voilà, un jugement extérieur qui va estimer que c'est là la preuve non pas de l'authenticité d'une passion, mais la preuve d'une forme d'immaturité. Mais qu'est-ce qui explique, justement, que les passions de ces fans soient perçues comme méprisables ? Pourquoi mettons-nous souvent à l'écart et trouvons-nous ridicules ces personnes ? Lévi-Strauss disait, finalement, il y a rien de plus commun et de plus partagé que le rejet de l'autre et l'ethnocentrisme. J'ai l'impression que dès qu'on a affaire aux pratiques des autres, culturelles, sociaux, on a tendance à les rejeter et qu'on vit finalement, moi, dans ce qui m'apparaît être un régime plutôt non pas de bienveillance et d'acceptation de l'autre, mais plutôt de rejet de l'autre. Donc je pense que ces fans, ils représentent quand même bien souvent une forme d'altérité, et que leur engagement, leur passion, les modalités d'expression de l'admiration, de la passion sont disqualifiées parce qu'elles ne correspondent pas aux normes de ceux qui bien souvent émettent ces jugements. Ceux qui émettent ces jugements sont en général ceux qui ont des tribunes pour exprimer leur façon de voir les choses et pour dire un petit peu la façon dont on doit se comporter, ce qui est la bonne mesure, etc. En général, sont plutôt membres des classes supérieures, des journalistes, des intellectuels, des gens qui partagent finalement une certaine conception de ce qu'est un bon objet qui mérite effectivement de s'investir, de se passionner, et qui partagent une même conception des bonnes modalités d'expression de cette passion. Finalement, la pratique du violon, l'amour de James Joyce ou la passion pour Stravinsky sont des objets qu'on considère comme tout à fait nobles, qui méritent effectivement un tel investissement, et on va considérer que ceux qui sont capables de passer des heures et des heures et des heures en bibliothèque pour essayer de comprendre comment Stravinsky a composé le Sacre du printemps, etc., on va considérer que c'est tout à fait intéressant. Si jamais on change d'objet et que on remplace Stravinsky par Claude François, eh bien là, il y a un discours qui va être un discours souvent très de condamnation et de disqualification, et on va observer que le fan en question n'est plus l'amateur, l'expert, l'érudit, mais le fan ou le fanatique, que le temps passé est l'indice d'une vie pauvre, sans but, sans objectif, sans amis, sans sociabilité, etc. Une vie pauvre, complètement immature, et que le culte de Claude François ou la passion pour son œuvre ou pour sa vie vient finalement combler un manque. On appelle donc fan un amateur d'art populaire ou d'éléments culturels non valorisés par la norme. Et c'est justement à ce moment-là, quand l'objet de la passion ne correspond plus au code culturel valorisé par l'ensemble de la société et de ses institutions, que le fait d'aduler devient méprisable. Être fan n'est donc pas en soi une chose inquiétante ou bizarre. Cela peut nous aider à nous construire lors de l'adolescence, à nous définir en tant qu'individus, à affirmer nos goûts et nos passions. Et une fois adulte, l'adulation peut être un moyen pour certains d'entre nous de s'ancrer davantage au sein d'un collectif de fans, d'être membre d'un groupe soudé
et d'y exprimer des émotions comme l'amour, la joie ou la tristesse, que la société nous invite souvent à refouler. Mais y a-t-il un moment où l'adulation peut basculer vers un côté plus obscur ? Même si ces cas sont rares, nous avons tous et toutes en tête des exemples de fans qui ont été trop loin, qui ont harcelé, menacé, voire agressé des personnes qu'elles adulaient. Ça a notamment été le cas d'une des lectrices de l'écrivaine belge Amélie Nothomb. L'autrice a un lien très privilégié avec ses lecteurs. Elle correspond avec eux et certains lui écrivent depuis de nombreuses années. Mais un jour, elle a été menacée physiquement par une de ses fans. Le harcèlement avait commencé plusieurs années auparavant. Et un jour de 2017, la fan s'est présentée en bas de l'immeuble de l'écrivaine avec un couteau, la menaçant de se suicider sous ses yeux. Un autre cas, beaucoup plus médiatique, a lui fini de façon tragique. En 1980, l'ancien chanteur des Beatles, John Lennon, est tué de 4 balles de revolver au pied de son immeuble par Mark David Chapman, un fan déséquilibré qui souffrait de psychose. Mais comment faire la différence entre de simples fans et des personnes ayant des pathologies pouvant pousser l'adulation à l'excès ? Clément Guillet est médecin psychiatre à l'hôpital de Dijon de la Chartreuse. Et il est formel. Pour lui, être fan n'est pas pathologique. Ce n'est pas parce que l'on collectionne beaucoup d'objets, que l'on attend des heures dehors pour avoir un autographe de sa star préférée, ou qu'on connaît toute sa discographie par cœur, que l'on souffre nécessairement de pathologie psychiatrique. Être fan tout seul de quelque chose et cultiver cette passion, c'est pas du tout pathologique. Je pense par contre que il peut y avoir déjà des gens qui sont pathologiques et qui vont développer une fanitude pour telle star. Hein. J'ai des patients qui sont psychotiques, qui sont fans de Johnny. Bon, ils sont à la fois psychotiques et fans de Johnny, mais en tant que tel, être fan n'est pas du tout une pathologie. Par contre, ça peut conduire parfois à des développements, à certaines déviances, je pense aux agressions, etc. Si Clément Guillet a un avis si clair sur le profil des fans, c'est parce qu'il a commencé à s'intéresser à la question il y a quelques années, quand il était encore étudiant en psychiatrie. Il s'est alors particulièrement intéressé au cas des fans du chanteur Johnny Hallyday, avec lesquels il a passé beaucoup de temps. Son intérêt pour la fanitude a commencé un soir, au cours d'une soirée entre amis. En fait, c'est quelques semaines après la mort de Michael Jackson. Je discutais en soirée avec un groupe d'amis, et puis à un moment, on a parlé de Michael Jackson. Certains ont sorti une blague sur lui, et là, j'ai vu quelqu'un s'énerver, mais viscéralement devenir tout blanc et me dire « Plus jamais tu ne parles de Michael comme ça ». Et donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait cette réaction aussi véhémente. Et là, il m'expliquait que Michael Jackson, qu'il était fan, que ça avait rythmé sa vie, que c'était construit en partie en lien avec ça. Et donc, du coup, il ne supportait pas la critique. Je me suis dit, c'est incroyable qu'une star qui ne connaît pas, etc., suscite de telles réactions véhémentes. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au phénomène des fans. Et là, plus récemment, notamment au décès de Johnny Hallyday, j'ai vu dans mon service arriver des patients qui étaient fans de Johnny et qui avaient fait des rechutes dépressives et une tentative de suicide dans les suites du décès de Johnny Hallyday. Donc je me suis dit, ça m'intéressait déjà en tant que phénomène culturel, et puis en tant que psychiatre aussi, je trouve ça passionnant. Par contre, ces patients-là, ils faisaient une rechute dépressive du fait du décès. C'était un deuil en fait, un deuil qui était prolongé par un épisode dépressif avec une tentative de suicide. Mais les fans n'est pas pathologique en tant que tel. Dans ce contexte-là, moi, notamment, j'ai fait ma thèse de psychiatrie sur l'effet Werther. Donc, l'effet Werther, c'est lorsque une star se suicide, on a constaté statistiquement un rebond de suicide dans la population générale. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont s'identifier à la star suicidée et qui vont passer à l'acte plus facilement. L'effet Werther, ou le suicide mimétique, est un phénomène de psychologie sociale qui a été identifié en 1974 par le sociologue américain David Phillips. Ce dernier avait constaté une hausse du nombre de suicides après la forte médiatisation d'un suicide d'une personne, connue ou non. Le nom Werther est inspiré du roman « Les souffrances du jeune Werther », publié en 1774 par l'auteur allemand Goethe. Dans ce roman, l'écrivain met en scène le suicide de son héros, qui se tue après une déception amoureuse. Le livre est un best-seller. Et dans les mois qui suivent sa publication, une vague de suicides est constatée en Allemagne, puis dans le reste de l'Europe. Toutes les personnes concernées se tuent dans les mêmes modalités que le personnage du roman. Donc,
Donc, par exemple, après la mort de Marilyn Monroe, on a une augmentation à Los Angeles de 40% des suicides. Et en France, il y a de tels phénomènes qui ont eu lieu aussi après la mort, le suicide de Bérégovoy, le suicide de Dalida, le suicide de Kurt Cobain. On a eu aussi une augmentation. Souvent, c'est des gens qui s'identifient à la star. Donc, par exemple, pour Dalida, c'était les femmes d'un certain âge. Pour Kurt Cobain, c'était des jeunes. Souvent, ils utilisent même la même manière, etc. On a eu aussi, il y a eu des études qui ont été plus poussées sur ce phénomène-là, notamment chez les stars asiatiques, après des décès de stars asiatiques par suicide. Et on avait constaté effectivement que les gens s'identifiaient très fortement et que du coup, ils disaient si il est passé à l'acte malgré le fait qu'il soit une star, etc., pourquoi pas moi, etc. Donc ça levait un tabou, ça donnait une sorte d'idée. Et on s'est aperçu aussi que la médiatisation de ce phénomène-là était très importante, puisque la manière dont elle s'était médiatisée, ça pouvait entraîner ou pas un effet Werther. C'est-à-dire qu'il pouvait, si le journaliste adoptait un certain ton, donnait certains détails qui allaient pouvoir renforcer la motivation au passage à l'acte, et ben ça pouvait être à risque. Alors qu'au contraire, s'il avait une certaine retenue, ou en tout cas qu'il passait des messages de prévention en même temps, il pouvait ne pas déclencher d'effet Werther, donc il n'y ait pas de mort en plus après un décès par suicide d'une star. En plus de s'intéresser à l'effet Werther, le psychiatre Clément Guillet s'est penché sur une pathologie dont souffrent certains fans qui ont des comportements inquiétants, voire dangereux, envers ceux qu'ils adulent. Cette pathologie, c'est l'érotomanie. Les personnes érotomanes ont l'impression, à tort, d'être aimées par celui ou celle sur qui elles ont jeté leur dévolu. Certains mettent alors tout en place pour vivre coûte que coûte cet amour à sens unique. C'est un délire passionnel, c'est-à-dire un délire où la personne donc, est hors de la réalité et est persuadée à tort qu'une autre personne est amoureuse d'elle. Ça va conduire à certains types de comportements, notamment aller chercher à systématiquement aller entrer en contact avec cette personne. Donc en fait c'est un délire, c'est-à-dire une pathologie d'ordre psychotique où la personne est hors de la réalité. Pour moi ça n'a rien à voir avec le fait d'être fan, puisque le fan il sait pertinemment que l'autre n'est pas amoureux, que la star qu'il adule n'est pas amoureuse de lui, et d'ailleurs ne connaît même pas son existence, etc. Il reste ancré dans la réalité. C'est la différence entre les passions humaines, que sont l'amitié, l'amour, et donc le fait d'être fan. C'est toutes sortes de passions qui peuvent nous rendre irrationnels, mais pas forcément nous faire sortir de la réalité. Alors que l'érotomanie, c'est vraiment une maladie. Le délire érotomaniaque, c'est un délire qu'on appelle passionnel, c'est-à-dire c'est des délires qui sont très sectorisés, très limités à un type de relation avec une personne pour l'érotomanie. Je mets en parallèle le délire par exemple de jalousie qui va pareil, où la personne va fonctionner de façon complètement normale pour tout ce qui est de sa vie, mais pour cette relation, souvent un homme avec une femme, il va cette fois être jaloux, mais de façon excessive, pathologique et hors de la réalité. C'est-à-dire qu'il va interpréter les gestes de la personne comme autant de choses qui vont le renforcer dans son délire. Donc là, la personne est hors de la réalité. Et pour l'érotomanie, c'est pareil. Le fait que la personne dont elle croit qu'elle est amoureuse, souvent c'est une femme donc, qui va être amoureuse d'un homme, souvent même un homme qui est d'une catégorie socio-professionnelle un peu supérieure, donc une sorte de syndrome de prince charmant, mais elle va être persuadée que cette personne-là est amoureuse de lui, elle va interpréter même ses refus comme autant de preuves d'amour. Voilà. Et ça peut conduire, dans certains cas, à des problèmes d'harcèlement, d'agression, etc. Et voilà. Et dans ce cas-là, dans les problèmes qui sont recensés au niveau médico-légal, c'est plus souvent des hommes, cette fois, qui sont passés à l'acte. Il y a plus de violence, de façon générale, de la part chez les hommes, en fait. Et donc, du coup, les passages à l'acte de délire érotomane sont plutôt issus majoritairement masculins. L'érotomanie toucherait donc surtout des femmes. Mais dans le cas de passage à l'acte dangereux, ce sont majoritairement des hommes, qui constituent pourtant une faible part des érotomanes, qui agissent violemment. Ce fut le cas, comme on l'a vu, pour Mark David Chapman, qui a tué John Lennon. Ce fut aussi le cas de John Hinckley. Cet homme a tenté d'assassiner, en 1981, l'ancien président des États-Unis Ronald Reagan, dans l'unique but d'impressionner l'actrice Jodie Foster, dont il était fan. Ça m'a interpellée. J'ai donc demandé à Clément Guillet s'il avait une explication à ce phénomène. Je ne sais pas du tout pourquoi. Par contre, on peut envisager des hypothèses. Les délires, souvent, sont intégrés dans des contextes socioculturels. Par exemple, je vais vous donner un exemple assez net. On a tous en tête l'idée du patient délirant qui s'habille en Napoléon. Ça, c'est une image archétypale du 19e siècle où Napoléon, qui était le personnage, on va dire, phare du 19e.
Aujourd'hui, plus personne, à l'hôpital psychiatrique, plus personne ne s'habille en Napoléon. Par contre, on voit des gens qui délirent sur le djihad, on voit des gens qui délirent sur les caméras, parce qu'il y a les nouvelles technologies qui permettent de communiquer, etc. Donc en fait, le délire s'intègre dans un contexte socioculturel. Et donc moi je pense effectivement qu'on peut, pour revenir au délire érotomane et au délire de jalousie, que peut-être la société fait que il y a encore des stéréotypes dans la société qui fait qu'une femme elle doit tomber amoureuse pour avoir, c'est les images de prince charmant qu'il y a dans les contes de fées. Peut-être que ça entretient le délire érotomane, et peut-être effectivement que le fait d'être jaloux, l'homme doit être possessif, etc. Et du coup facilite certains délires de jalousie chez les hommes. Voilà. Mais ça c'est une suggestion, c'est une hypothèse. Ce n'est pas forcément, il n'y a pas une explication psychodynamique pure, c'est-à-dire quelque chose qui vous est arrivé plus jeune, etc. qui expliquerait que vous soyez comme ça. Il peut y avoir un moment où le cerveau interprète des choses de façon erronée, et donc du coup ça s'appelle des éléments en fait délirants hors de la réalité. Ça peut être valable pour tout autre délire que le délire érotomane, c'est-à-dire être persécuté. On peut tous ressentir des petits éléments de persécution, penser qu'on nous en veut, mais en fait arriver à temporiser ça, et certaines personnes n'arriveront plus à ça du tout et seront persuadées qu'on les persécute, qu'on les suit, etc. Et donc ça, cette fois, c'est un dysfonctionnement, on va dire, cérébral qui peut entraîner ça. On peut avoir ce fantasme-là, c'est pas un fantasme, ce délire-là, et sans passer à l'acte, sans qu'il y ait de choses comme ça. Flore a 24 ans et elle est érotomane. Elle a plusieurs fois connu les délires dont parle Clément Guillet, qu'on appelle des bouffées délirantes. Elles ont été limitées dans le temps, mais toujours très intenses, et dirigées vers des hommes plus âgés, qui avaient un statut social plus élevé que le sien. Sa première bouffée délirante a eu lieu après les 2 années de classe préparatoire qu'elle a effectuées pour entrer en école d'ingénieur. Et donc voilà, quand je suis entrée en école d'ingénieur, j'avais la possibilité en fait de faire du sport gratuitement avec l'université. Et donc depuis toute petite, moi j'aime beaucoup le tennis et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme sport. Et je m'étais dit que du coup je ferais du tennis. Flore fait alors connaissance avec celui qui sera son professeur de tennis tout au long de l'année scolaire. Et elle tombe rapidement amoureuse de lui. Donc il faut savoir en fait que dans le cursus que je suivais en école d'ingénieur, j'étais pas forcément très à l'aise. J'ai jamais aimé faire des fêtes et des trucs comme ça, sortir avec les autres. J'arrivais pas à m'inclure dans des groupes vraiment. Enfin, j'avais une amie avec laquelle j'étais assez proche, mais je me sentais assez pas à ma place en fait. Et ce prof-là, il avait toujours quelques mots sympas pour moi. Parfois, il disait des trucs gentils sur ma manière de jouer. Enfin, c'était très agréable pour moi en fait. Je me sentais plus à ma place. Et donc j'ai cultivé une sorte d'espoir envers lui. Il a vraiment réveillé de la curiosité, une sorte de fascination un peu. Je me suis dit, c'est pas quelqu'un comme tout le monde en fait quand je l'ai vu la première fois. Même de loin, sans avoir entendu sa voix et tout, il y avait quelque chose d'un peu fascinant. Et donc, je me sentais un peu exister à travers ses yeux. Je m'imaginais qu'est-ce qu'il pourrait penser de moi. Et quand je faisais des trucs, je me disais, là, par exemple, il se dirait que ce que je fais, c'est bien. Il m'aimerait s'il me voyait faire ça, en fait, en quelque sorte. Et donc là, je me sentais valorisée, ça me renvoyait une bonne image de moi, en fait. Ça me narcissisait, un truc comme ça. Flore vit cette phase d'espoir amoureux dans son coin, en silence. À la veille de chaque cours, elle a hâte de retrouver son prof de tennis. Et elle ne pense qu'à le revoir une fois la séance terminée. Mais sa première bouffée délirante d'érotomanie est arrivée quelque temps après avoir commencé à côtoyer ce professeur. Ça s'est déclenché le jour où elle dit avoir eu une révélation. En fait, j'avais cours le jeudi avec lui et il faisait des cours aussi le lundi auxquels j'allais pas. Et en fait, la semaine d'avant ce dernier cours, il avait dit que le cours du jeudi serait annulé. Et donc moi, il se trouve qu'en fait, avant ce cours du jeudi qui était censé être annulé, j'ai quand même vérifié sur le site internet de l'université du truc sportif s'il n'y avait pas par hasard quand même cours. Et en fait, oui, il y avait quand même cours. Il y avait mis un message en particulier, cours finalement maintenu de tennis. Et j'ai vu que le lundi précédent où il devait y avoir cours, en fait, il n'y avait pas eu cours. Donc moi, je me suis imaginé en fait que le week-end avant ce lundi, il était tellement amoureux de moi qu'il n'avait pas pu travailler le lundi en quelque sorte. Et qu'il avait tellement envie de me voir qu'il s'était arrangé pour que finalement le cours du jeudi ait lieu. Voilà, ça c'est ce que je m'étais imaginé. Et voilà, donc j'étais convaincue en fait avec ce message que j'ai vu sur le site. Là, à un moment, je me suis mise à pleurer vraiment, je vois toutes les larmes de mon corps parce que j'étais convaincue que ça voulait dire qu'il était amoureux de moi, qu'il m'aimait follement. Je passais presque toutes mes journées dans mon appartement, dans mon lit, à m'imaginer des trucs et tout. Je croyais donc vraiment savoir ce qu'il pensait. Et il y a des moments où parfois je pouvais par exemple avoir peur pour lui.
peur qu'il ne comprenne pas que moi aussi je l'aime, peur qu'il se fasse du mal parce qu'il a tellement envie de me voir qu'il ne veut plus vivre, des trucs comme ça. Et du coup, dans ces moments-là, je me disais, il faut absolument que je lui envoie des mails pour lui dire que j'existe, qu'il ne s'inquiète pas que je suis là. Donc dans ces moments-là, je mettais absolument n'importe quoi. Puis il y a un moment où je croyais qu'il voulait se suicider. Du coup, j'étais allée chez lui en courant. Enfin, j'avais trouvé une adresse sur Internet. Alors, je sais pas si c'était vraiment chez lui. J'avais trouvé une adresse où j'étais allée en courant. Mais j'avais pas sonné parce que j'avais trouvé ça quand même un peu bizarre. Mais j'avais appelé sur son fixe en me disant qu'il écouterait le son du téléphone et qu'il se dirait que c'est quand même un signe. Tout. Et puis, quand j'étais revenue, le délire était complètement retombé. Et alors là, j'avais un peu perçu que je devenais folle, en fait. Donc, c'était assez traumatisant. Et j'avais envoyé un espèce de mail d'excuses en disant voilà, je m'excuse, vous n'aviez qu'à pas faire ce petit jeu de séduction avec moi. Enfin voilà, j'étais encore quand même un peu dans mon délire de croire que c'est lui qui avait commencé en quelque sorte. Puis il avait répondu en disant qu'il était très surpris par mes réactions et qu'il ferait en sorte de lever toute ambiguïté au prochain cours. La mère de Flore commence alors à percevoir le comportement étrange de sa fille. Car Flore est de plus en plus violente et agressive, notamment envers sa mère. La jeune femme est en effet persuadée que parce qu'elle la questionne sur son comportement, sa mère veut l'empêcher d'être heureuse avec son prof de tennis. Flore entre alors dans un délire paranoïaque. Sa mère décide de la faire interner dans un hôpital psychiatrique. C'est là que les médecins poseront sur son cas le diagnostic d'érotomanie. Donc moi j'ai fait de l'érotomanie, vraiment, cette première bouffée délirante c'était vraiment centré sur l'érotomanie, mais j'ai une maladie qui est un peu plus globale que ça, hein, la schizophrénie, et du coup, voilà, il y avait d'autres, des interprétations un peu, des sentiments qui ne sont pas directement liés à l'érotomanie. C'est ce que nous expliquait le psychiatre Clément Guillet, plus tôt. Les adulateurs qui vont dans l'excès, comme Flore, sont des personnes qui ont déjà des pathologies par ailleurs. L'adulation qu'ils développent n'est donc pour eux qu'un moyen comme un autre de manifester cette pathologie. Dans le cas de Flore, comme elle l'expliquait, le mal qui la concerne est la schizophrénie. La jeune femme restera à l'hôpital pendant plusieurs semaines et prendra des médicaments, des neuroleptiques, qui lui permettront de prendre du recul sur son délire érotomane et d'en comprendre les excès. Voilà, c'était quand même assez compliqué, mais j'avais perçu, en fait, avec les neuroleptiques qui avaient vraiment diminué les sensations et tout, que j'étais vraiment partie très très loin. J'avais des sortes de flashbacks en fait, de moi pendant les délires petit à petit, et j'ai compris avec ces flashbacks qui me revenaient par moments que j'étais vraiment allée loin et que c'était pas normal. Après son hospitalisation, Flore retourne vivre chez sa mère. Elle sera alors vue par un psychiatre rattaché à l'hôpital de la ville où réside sa maman. C'est 1 an après avoir vu pour la dernière fois ce médecin que Flore connaît un nouvel épisode de délire érotomane. Cette fois, envers ce psychiatre. Voilà, il était encore très très présent dans mon imaginaire, même si je le voyais plus du tout. Et qu'il était plus censé me suivre. J'étais sûre qu'en fait, je lui manquais terriblement, pareil qu'avec le prof de tennis, qu'il avait besoin de moi pour vivre. Et je m'imaginais une bulle entre moi et cette personne. Et c'est ce qui faisait que mon délire était parfois agréable, c'est l'impression que cette personne m'aimait, quoi. Et donc non, j'ai pas essayé de le contacter à ce moment-là, c'était totalement en télépathie, c'était en circuit fermé en fait. C'est pour moi, je lui parlais, il me répondait, et puis du coup ça servait à rien de lui envoyer des messages ou des trucs comme ça, vu que pour moi il recevait mes messages en quelque sorte. Alors cette fois-ci, j'en suis sortie après une hospitalisation qui a duré assez longtemps, donc 3 mois et demi, où j'ai pris des neuroleptiques. Et donc ces neuroleptiques ont permis, pareil, de faire redescendre le délire, de me rendre compte que c'était complètement à côté de la plaque ce que j'avais pensé, que c'était n'importe quoi. Et voilà, donc j'en suis sortie. Mais après être sortie de cet épisode d'érotomanie, Flore souffre de nouveau, en avril 2019, de bouffées délirantes qui ciblent encore une fois ce médecin. Et en fait, c'est pareil, c'était ce monsieur-là qui était très présent. Et donc, j'ai été hospitalisée que 2 semaines cette fois-ci, mais donc il était très présent. Et j'ai l'impression que c'est une forme de frustration à l'idée de me dire que je le verrai plus, qui a très vite dégradé les choses, en fait. Parce que donc, ce monsieur était beaucoup plus vieux que moi, il part en retraite.
Et donc j'ai eu de me dire que je le verrais plus jamais. Vraiment, ce moment-là, ça m'a vraiment paru insupportable. Et j'ai fait cette bouffée délirante, cette dernière bouffée délirante où je croyais en fait être en contact avec lui à travers, pareil, un monde spirituel et machin. Et quelque part, je pense que ça m'a permis en fait d'assouvir ce besoin que j'avais, de me dire que je le reverrais, que je pouvais lui reparler à travers cette bouffée délirante. C'est des pensées un peu qui me viennent comme ça sans que je veuille en fait. Et alors je me rends compte que c'est pas adapté, que ça va pas me servir à avancer dans la vie de penser à ce que cette personne pourrait penser de moi, d'avoir encore un peu d'espoir envers cette personne. Je sais au fond que ça n'a aucun sens et que ça me sert à rien en fait pour avancer, mais ça s'impose à moi et du coup parfois c'est assez désagréable quoi. Je sais pas, c'est un peu comme des tocs. Enfin, tu te rends compte du côté irréaliste que c'est d'avoir ces pensées-là, mais t'arrives pas à ne pas les avoir, en fait. Flore a à 2 reprises fantasmé l'amour, plus que de raison, pour pouvoir, au fond, s'aimer elle un petit peu plus. Et donc là, je me sentais valorisée, ça me renvoyait une bonne image de moi, en fait. Ça me narcissisait, enfin, un truc comme ça. Enfin voilà, je m'imaginais qu'il me désirait et tout, qu'il me trouvait belle, qu'il me trouvait intelligente, sympa. Enfin, il me renvoyait vraiment l'image d'une fille géniale, en fait. Et pour la psychopraticienne Aurore Lemoin, les érotomanes auraient tous en commun d'avoir une faille narcissique très grande. On est peut-être en train de rechercher une sorte d'amour qu'on n'aurait pas eu ou une bienveillance à travers en fait cette personnalité, donc on va dire ce fantasme-là, ça renverrait à une blessure narcissique. Et donc je projette ce besoin en fait d'être désiré, d'être reconnu, d'être aimé sur cette personne-là que j'imagine bienveillante parce que voilà, j'ai projeté sur elle ce dont j'avais besoin et donc on serait plus dans une blessure narcissique pour moi. Cela m'a fait penser à une phrase que m'a dit Maëlle, ma collègue qui était très fan du bassiste anglais Dougie Pointer quand elle était adolescente. Maëlle m'a raconté que ses parents étaient souvent un peu désemparés face à sa fanitude. Et un jour, son beau-père lui a donné un conseil qui l'a marqué. Et je me rappelle aussi de mon beau-père à l'époque qui m'avait dit qu'il fallait pas que je sois fan d'autres gens, il fallait que je sois fan de moi-même. Et en fait, cette phrase, elle m'a vachement marquée, ça m'a fait rire sur le coup. Maintenant que je suis plus vieille, je comprends ce qu'il voulait dire, que j'avais vraiment pas du tout confiance en moi, je m'aimais pas du tout et j'avais besoin de me raccrocher à ces gens vraiment pour me sentir bien, pour exister, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Il n'y a pas de solution à trouver face à l'adulation, car ce n'est pas un problème en soi, comme on l'a vu. Mais peut-être que c'est le fait de nous aimer davantage qui peut nous aider à nous en détacher un peu. Ce fut le cas de Maëlle, qui a appris à s'aimer en grandissant, comme elle vient de le dire. Ce fut aussi le cas de Guillaume, le fan de Mylène Farmer. C'est parce qu'ils ont tous deux appris à se connaître qu'ils n'ont plus ressenti le besoin de mettre des inconnus sur un piédestal, et donc de se rabaisser. Savoir être fan des autres, tout en étant fan de soi-même, c'est peut-être ça, le secret. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter, @émotionpodcast, émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur l'adulation et encore tout un tas de livres sur plein d'autres émotions. Maëlle Diallo a contribué à la conception de cet épisode. Hortense Chauvin a aidé au montage. Charlotte Pudlowski était avec moi à la rédaction en chef. Nicolas Vert a assuré la création sonore, Bernard Natier l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet le mixage de cet épisode. Nicolas Degélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcast, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si ça vous a plu, parlez de l'émission autour de vous.
Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire. À très vite!